vous recevoir en présentiel aujourd'hui pour la présentation du budget 2022 et du programme triennal d'immobilisation 2022, 2023 et 2024. Pour le respect des normes sanitaires, là, même si on a 1 mètre de distance entre nous, on va devoir conserver le masque, s'il vous plaît, puisqu'on ne demandait pas le passeport vaccinal aujourd'hui. Okay. Mon nom est Geneviève Bergeron, conseillère en gestion des événements à la Ville de Lévis, pour ceux qui ne me connaissaient pas. Nous commencerons tout d'abord avec la présentation de Monsieur le maire, suivra celle de Mme Isabelle Demers, présidente du comité des finances. Nous enchaînerons avec la période de questions avec M. Simon Risseau, directeur général, M. Dominique Deslauriers, directeur général adjoint au développement durable, ainsi que Mme Josée Bélanger, directrice des finances et trésorière. Donc, sans plus attendre, je vous laisse au bon soin de M. le maire pour la présentation. Merci beaucoup. Alors donc, bonjour, bienvenue aujourd'hui à cette conférence de presse, donc où effectivement nous présentons 2 ingrédients importants de notre budget, bien sûr, qui est le budget et le programme triennal d'immobilisation. D'abord, je voudrais saluer la présence parmi nous, donc, de notre nouvelle présidente du comité de finances, Mme Isabelle Demers, qui a travaillé très fort au niveau budgétaire, de même que, évidemment, la présence de notre direction générale, de notre nouvelle directrice des finances et trésorière, Mme Josée Bélanger. Bienvenue parmi nous, Mme Josée Bélanger, qui n'a pas chômé particulièrement dans les dernières semaines, n'est-ce pas? Alors, donc, magnifique travail. Merci à la direction des communications pour l'organisation logistique. Alors, donc, et voilà, nous en sommes donc au budget 2022. C'est sûr que, je tiens à le dire d'entrée de jeu, j'ai eu l'occasion de l'indiquer également aux membres du conseil municipal dans l'ensemble. C'est sûr que la préparation d'un premier budget qui suit une élection municipale, on a un peu moins le temps donc, disons, de se préparer, n'est-ce pas? Parce que vous savez que le comité de finances, va se réunir dès le début de l'année, à partir du mois de janvier. Et le comité de finances, maintenant, se réunit sur une base régulière, ce qui n'était pas le cas donc avant 2013, donc se réunit sur une base régulière, ce qui fait qu'au fur et à mesure, c'est possible, c'est plus facile de digérer cet ensemble-là en cours d'année pour l'ensemble des membres du conseil municipal. Cela étant dit, alors, cette année, je suis très fier, donc, d'annoncer avec la présidente du comité de finances, avec l'ensemble des membres de la direction générale également, notre budget. Un budget qui, vous allez le voir cette année, est axé sur l'environnement, la sécurité dans les rues et les services de proximité. La hausse de taxes sera de l'ordre de 2,5 %, donc pour l'année 2022, et elle est répartie équitablement entre les secteurs résidentiels, commercial et industriel. Ce qui veut donc dire que, évidemment, elle est inférieure au taux d'inflation qui est anticipé donc pour l'année 2022, qui est, selon les perspectives du mouvement Desjardins, à 3,2 % pour l'année qui va venir. Et cette hausse de taxes, elle inclut l'ensemble des taux fonciers. Donc, c'est un tout inclus, comme on a l'habitude de le faire. D'ailleurs, vous allez le voir tantôt dans la présentation que Mme Demers va vous faire. C'est un tout inclus qui comprend la taxe foncière générale, tous les tarifs reliés à l'eau, la gestion des déchets et l'assainissement. Quand vous faites le total de toutes ces taxes-là, ça comprend aussi les services de dette des ex-villes. Donc, quand vous faites le total de tout ça, vous arrivez à 2,5. Alors que certaines villes, on le sait, vont donner la taxe à la foncière, l'augmentation de sa foncière, mais vous n'aurez pas donc le fin détail des autres niveaux de taxation qui peuvent être donnés. Donc, on est encore dans le tout inclus. En fait, au cours des dernières années, notre gestion rigoureuse des finances municipales nous a permis, et vous allez le voir tantôt, de dégager une marge de manœuvre pour répondre aux préoccupations de nos concitoyennes et de nos concitoyens. Pour l'année 2022, la Ville poursuivra l'augmentation annuelle du paiement comptant sur les immobilisations, même ses revenus. Donc, les paiements comptants vont totaliser 15,3 millions cette année et les nouveaux revenus issus de la croissance économique atteindront 6,5 millions. Vous l'avez certainement vu donc dans les diverses présentations que vous avez eues, mais l'élément qui est maintenant drôlement intéressant au niveau du programme triennal d'immobilisation, c'est que nous allons atteindre 20 millions de dollars en paiement comptant. Donc, on est pile dans les cibles qu'on s'était fixées donc au niveau du paiement comptant. Et ça,
je tiens à vous le dire, on en est très fiers, ce qui veut donc dire qu'on s'enligne actuellement. Regardez bien l'évolution du paiement comptant. Vous avez eu le petit tableau, là. En 2022, on est à 15,3. En 2023, on va être à 17,6 et en 2024, à 20,1 de paiement comptant. C'est exactement la cible qu'on s'était fixée. On va arriver en 2024 avec 20 millions en paiement comptant. C'est l'objectif qu'on s'était fixé et qu'on va, bien sûr, atteindre. Donc, finalement, il y a également, vous allez constater que quand je vous dis que notre budget est axé sur l'environnement, la sécurité dans les rues et donc les services de proximité, c'est qu'il ne faut pas oublier également que dans ces orientations-là, il y a des nouveaux effectifs qui sont ajoutés à la Ville de Lévis en 2022 et qui vont être essentiellement concentrés dans les secteurs de l'environnement, du transport, de la mobilité et de l'amélioration des services, donc tous les services de proximité. Donc, il y a une logique. Donc, nos orientations font en sorte que les ajouts de personnel aussi vont dans le même sens, donc, que ce qu'on avait indiqué. Au cours des prochaines années, nous allons réaffecter, et ça, c'est l'élément clé, là, la première bonne nouvelle au niveau des services de proximité, c'est qu'au cours des prochaines années, nous allons bonifier les services de proximité de façon très, très tangible et nous allons réaffecter une partie de nos surplus budgétaires à la création d'un fonds de 10 millions de dollars qui vise à bonifier les services de proximité dans les divers quartiers de la ville. Depuis le début de la pandémie, il faut le dire, et dans le contexte d'une hausse marquée du télétravail et des départs à la retraite, qu'est-ce qu'on constate de plus en plus, surtout dans les 2 ou 3 dernières années? On constate que les gens sont de plus en plus présents dans leur milieu de vie. C'est une donnée nouvelle qui est extrêmement importante. À un point tel où, par exemple, lors de la campagne électorale, c'était presque plus facile de rencontrer les gens dans l'après-midi qu'en soirée. Alors, ça vous donne une idée du changement qui est en train de s'opérer dans notre société, notamment avec le télétravail. Donc, les gens sont de plus en plus présents dans leur milieu de vie. Et cette nouvelle marge de manœuvre-là va être affectée en bonne partie à l'amélioration et la sécurité dans nos rues, au développement de nos quelques 230 parcs de quartier dont la programmation va être présentée aux membres du conseil municipal dès le début de l'année prochaine et donc répartie sur l'ensemble du territoire lévisien. Deuxième grand volet, donc, pour ce budget-là, c'est la création d'un fonds vert de 1 million de dollars. Alors, nous avions pris l'engagement de créer un fonds vert. On sait qu'on s'est doté d'une politique environnementale en mai 2021. 3 000 personnes ont participé aux consultations. Et le nouveau fonds vert va mettre de l'avant des initiatives pour encourager l'adoption de pratiques, de comportements respectueux en matière d'environnement, conception d'outils de sensibilisation et d'information, mise en place de programmes éducatifs. Il ne faut pas oublier, puis là, on a le volet de la gestion des déchets qui va être extrêmement important. On va atteindre le déchet zéro. Alors, pour ça, il va falloir qu'on ait des programmes éducatifs. Donc, on va accorder aussi une attention particulière au maintien d'une forêt urbaine de qualité, l'amélioration de la canopée, la protection des boisés urbains, la plantation d'arbres. Alors, voilà des ingrédients qui vont composer cette politique de l'environnement. À cela s'ajoute, parce qu'on n'a pas mis ça dans le communiqué de presse, parce que ça s'ajoute aussi dans le cadre budgétaire, juste au niveau de l'environnement, 2 ressources additionnelles, 2 EPA additionnels, 470 000 $ de plus pour la gestion des matières résiduelles, 100 000 $ pour l'adaptation au changement climatique, donc bruit, nuisances, plan de réduction, donc 115 000 $. Donc, on prend résolument donc ce virage environnemental qui, pour nous, est important, surtout dans le cadre de la nouvelle politique qu'on a adoptée en mai 2021. Alors donc, au fond, notre nouveau fonds va viser à mobiliser et accompagner la population pour maintenir Lévis comme chef de file québécois en environnement. Nous devons donc tous ensemble travailler à trouver des solutions aux enjeux environnementaux sur notre territoire. Et devant l'engouement qu'on a eu pour la politique en environnement, donc on a pris la décision d'aller de l'avant avec un fonds vert qui part minimalement avec 1 million de dollars. On va également créer un deuxième fonds de 1 million de dollars pour la sécurité dans nos rues. Ça, c'est dès 2022. On va entreprendre notre vaste chantier sur la sécurité dans les rues résidentielles et la fluidité de la circulation. Ce chantier va déboucher, bien sûr, sur l'adoption d'un plan directeur de la mobilité durable,
pour faire en sorte que les citoyens se sentent en sécurité dans nos rues de quartier. On va cibler tous les aspects reliés, en passant à la sécurité et à la mobilité des personnes, les limites de vitesse, les aménagements cyclables et piétonniers, la gestion des feux de circulation, signalisation et marquage de rue, déploiement d'afficheurs de vitesse et autres. Donc, ça va être en conformité aussi avec la nouvelle direction. Vous vous souvenez, quelques mois avant la campagne électorale, on avait déjà annoncé la création d'une nouvelle direction de mobilité durable, donc de mobilité et du transport. Alors donc, ça s'inscrit dans ce cadre précis-là. Donc, augmentation de la contribution annuelle de la Ville au transport collectif, ça, c'est un autre volet qui, pour nous, est extrêmement important. Nous voulons augmenter de 500 000 la contribution financière. Nous allons augmenter. Donc, on verse chaque année à la Société de transport de Lévis. Notre quote-part a plus que doublé depuis 2012. Elle est passée de 6,4 millions à 13,3 millions. Au cours des prochaines années, nous visons à améliorer la fréquence et l'efficacité du transport en commun en ajoutant 57 000 nouvelles heures de service sur l'ensemble du territoire lévisien, dont le déploiement est déjà débuté. C'est un déploiement qu'on devrait compléter d'ici 2026. Et nous sommes prêts à amorcer dès 2022 les travaux de réalisation des voies réservées au transport en commun sur le boulevard Guillaume-Couture. Notre plan d'affaires a été déposé, les études environnementales sont complétées, tout est prêt. Et sur la route des Rivières, donc, qui, elle, est sous la responsabilité du gouvernement. Donc, tout ça dans l'objectif d'améliorer, bien sûr, la fluidité de la circulation. Un autre programme, donc, dont nous allons poursuivre la mise en place. On l'avait mis en place en juillet dernier. Vous vous souvenez, dans le cadre de la pandémie, qui est l'aide directe aux commerçants lévisiens. Bien sûr, on a accordé des aides donc à nos commerçants et à nos entreprises d'environ 10 millions de dollars jusqu'à maintenant, donc avec l'aide aussi du ministère du Développement économique. Et vous vous souvenez, il y a une bonne partie de ces prêts et de ces garanties de prêts-là qui ont été transformés en subventions, mais on avait mis au point un petit programme pour aider les plus petits commerçants qui ont été durement touchés par la pandémie pour ce programme d'aide aux petits commerces locaux qui leur permettait d'obtenir une aide financière de 1 000 $ par commerçant. Alors, depuis sa mise en œuvre, on a au moins 300 commerçants qui ont obtenu des aides financières, donc de 1 000 $, et on poursuit ce programme-là, donc avec l'objectif de soutenir quelques 1000 petites entreprises. Des fois, ce n'est pas grand-chose, mais un restaurant, par exemple, qui doit ajouter des équipements en raison de la pandémie, qui doit donc améliorer son restaurant. Il y en a qui ont fermé leur commerce et qui ne faisaient que du take-out. Alors, je vous donne ces exemples-là. Alors, il y a peut-être un peu de réaménagement à faire. C'est des petits détails, mais c'est important pour les commerçants. Donc, vous l'avez vu. Donc, Québec aussi a fait un volet d'aide aux commerçants sous forme de retour de taxes, là, de crédit de taxes. Nous, en ce qui nous concerne, c'est un programme direct d'aide financière, donc qu'on accorde à nos commerçants. Évidemment, encore une fois, cette année, notre attractivité ne se dément pas, puisque pour les 11 premiers mois, la valeur des permis a atteint un nouveau record de 743 millions, donc pour les secteurs résidentiels, commerciaux et industriels. Alors, on est à 200 millions de plus que le record de 2020. Pour les 11 premiers mois de l'année 2021, le nombre de nouvelles unités d'habitation a atteint 2422, comparativement à 1853 pour l'année 2020. Paiement comptant, j'en ai parlé tantôt. On est rendu à 15,3 millions, dont 8,5 directement attribuables aux immobilisations. Alors donc, on poursuit nos efforts en paiement comptant au cours des prochaines années. Vous l'avez vu, on a un double objectif, maintenir le ratio du service de la dette sur le budget en dessous de 20 % et poursuivre l'amélioration des infrastructures reliées à la qualité de vie. Ça a l'air banal comme ça quand on parle d'infrastructures reliées à la qualité de vie, mais le fait est que dans les années passées, ce qui fait qu'on avait énormément de difficultés à financer nos équipements reliés à la qualité de vie, c'est le fait qu'on n'avait pas cette marge de manœuvre de paiement comptant. Et ça, c'est extrêmement important. Vous allez le voir tantôt quand on va vous présenter le détail du programme triennal d'immobilisation. Donc, en même temps, écoutez, on maintient toujours le paiement du compte de taxes en 12 versements. On est les premiers au Québec à l'avoir fait. Je vous rappelle que c'est sans frais ni intérêt. Donc, le paiement en 12 versements égaux. Ça nous a aidé énormément pendant la pandémie. On est même venu bonifier
donc cette mesure déjà existante pendant la pandémie. Et on se démarque aussi grâce à notre personnel, bien sûr, et je voudrais remercier l'ensemble des membres du personnel, l'ensemble des membres du conseil municipal qui ont collaboré à la réalisation de ce budget. En ce qui concerne le programme triennal d'immobilisation, habituellement, vous l'avez vu dans les années passées, on faisait 2 conférences de presse distinctes, mais là, cette année, en raison de la campagne électorale, on ne fait qu'une seule conférence de presse pour présenter et le budget et le programme triennal d'immobilisation. Mais quel est l'élément clé du programme triennal d'immobilisation 2023-2020? 2022, 2023, 2024, c'est le 53 millions en paiement comptant pour maintenir le cap sur la qualité de vie. Donc, ça, pour nous, c'est extrêmement important. C'est un PTI qui totalise donc 541 millions, qui provenant dont 255 millions provenant de subventions et autres sources de financement pour des emprunts nets de 286 millions. Donc, en plus de maintenir la cadence, bien sûr, pour la pérennité des infrastructures, de soutenir la croissance et l'amélioration des infrastructures, le PTI consacrera des investissements importants dans le développement économique et la qualité de vie. Vous remarquerez le volet qualité de vie, 55,2 millions. Lorsqu'on arrivait avec des cibles au niveau de notre service de dette, c'est là que c'était le plus difficile pour nous parce que souvent, c'est là qu'on devait, évidemment, faire le sacrifice de certains équipements. Parce qu'entre nous, vous le voyez, la pérennité des infrastructures municipales, c'est comme un incontournable. Je vous donne un exemple. Si on reçoit 44 millions de subventions pour la taxe sur l'essence, bien, on ne peut pas laisser cet argent-là sur la table, il faut aller le chercher. Mais il faut quand même mettre 20 sur la table. Donc, ça, c'est des incontournables. On ne peut pas baisser ces budgets-là. Donc, toutes les pérennités des infrastructures aussi, et soutenir la croissance et l'amélioration des infrastructures, les voitures de police, camions incendie. Tout ça sont des équipements pour la pérennité, aqueduc et égout. Alors, donc, tout ça sont des équipements pour la pérennité qu'il nous faut assurer. Et souvent, là où on était coincé dans le passé, c'est quand arrivait le volet qualité de vie. Et là, vous voyez, le paiement comptant correspond aux 55 millions qu'on va injecter dans le volet qualité de vie. Volet qualité de vie, en fait, ça ne veut pas dire que dans d'autres, il n'y a pas des projets qualité de vie. Hein, je vous donne un exemple. L'amélioration du pavage trottoir, vous allez le voir, on maintient un haut niveau d'investissement. Ça concourt à la qualité de vie. Mais quand on parle qualité de vie, c'est surtout l'ajout d'équipements en qualité de vie là, qui deviennent importants pour nous. Alors donc, ce qu'on veut, c'est pérennité des infrastructures, services de proximité de qualité. En fait, le grand mot, c'est services de proximité. On a 300 parcs. Vous avez vu, on a fait des activités. Cet été, je parcours Lévis. Cet hiver, je parcours Lévis. Cet hiver, j'illumine Lévis, qui ont eu un succès phénoménal dans nos 200 parcs, 230 parcs de la ville. On a 45 patinoires extérieures. Et non seulement il n'est plus question pour nous de remettre ça en question, parce qu'il y a 8-10 ans, on parle même dans certains quartiers de dire est-ce qu'on revoit le nombre de patinoires extérieures, etc. Maintenant, c'est le contraire. Vous allez voir que dans le cadre budgétaire, on prévoit même l'ajout de 2 nouvelles patinoires extérieures. Alors, je vous donne ces exemples-là pour vous montrer à quel point les services de proximité reprennent énormément d'importance dans la vie de nos concitoyens et de nos concitoyens. Donc, réseau d'aqueduc et d'égouts, on y va pour 90 millions. Grand parc urbain, parc et espace vert, 31 millions. Maintien d'un rythme accéléré pour le pavage des rues ainsi que la réfection des trottoirs et des bordures, 37 millions. Je vous rappelle qu'il y était une époque où on mettait à peine 5 à 6 millions par année. Donc, 6 fois 3, ça fait bien 18. Et là, vous voyez, on est à 37,3 millions. Aménagement de voies réservées sur le boulevard Guillaume-Couture, 27 millions. Vous le savez, c'est le fameux plan d'affaires qu'on a déposé au gouvernement. Parmi les autres grands projets, il y a bien sûr la construction du poste de police et la maison de la justice qu'on a adopté récemment au niveau du conseil municipal. Et d'ailleurs, je pense que la première pelletée de terre sera cette semaine, si je ne me trompe pas. Donc, acquisition de terrain industriel à des fins de développement. Alors, vous le voyez, on va chercher énormément au niveau du développement parce que maintenant, ça, c'est un autre avantage qu'on a. On commence à avoir l'usufruit des investissements qu'on a faits. Donc, en 2014-2015, lorsqu'on a créé le bureau de projet pour le développement de la ville, on a investi 45 à 50 millions, vous vous souvenez, pour la viabilisation de nouvelles rues industrielles. Et maintenant, donc, on est en train de commencer à récolter l'usufruit de ça, puisque uniquement au niveau des revenus reliés à la croissance, on est à 6,5 millions juste en un an. Juste pour vous donner une idée,
2,2 millions, c'est 1 c'est le compte de taxes environ. 2,2 millions, c'est 1 Alors, imaginez-vous, quand on va chercher 6,5 millions, c'est l'équivalent de 3 sur un compte de taxes. Donc, pour nous, c'est des investissements majeurs. Aménagement du parc de la Pointe-Benson, agrandissement du centre culturel. Donc, normalement, je pense que on est allé en appel d'offres. Il nous reste juste à prendre les décisions finales dans ce dossier-là. Alors, donc, ça va très, très bien. Notre réserve dont je parlais tantôt pour bonifier les services de proximité dans tous les quartiers de la ville, agrandissement du dépôt à neige, pavillon d'accueil du parc des Chutes de la Chaudière, première phase du développement du grand parc de la Rivière-Chaudière maintenant, parce qu'au parc des Chutes de la Chaudière, maintenant, on a agrandi cette zone de parc-là pour se rendre jusqu'à l'affluent du fleuve, un peu comme on a fait pour le parc de la Rivière-Etchemin. Travaux d'aménagement du parc Jean-Dumais Saint-Nicolas, travaux du parc de la Rivière-Etchemin, logement abordable, donc pour lequel on a une nouvelle stratégie, nouvelle palette de gymnastique sur le site du centre communautaire. Et vous voyez, on est en honoraire professionnel, même chose pour le centre Raymond Bliss au boulevard Guillaume Couture. Alors, quand on met qu'on est en honoraire professionnel, c'est important de bien le voir. C'est qu'on ne peut pas inscrire pour le moment de montant dans les années subséquentes du PTI parce qu'on n'a pas encore une idée des coûts qui vont devoir être assumés et des aides financières gouvernementales qu'on pourrait aussi obtenir. Alors voilà donc ce qui est intéressant pour nous. Tout à l'heure, notre présidente, Mme Demers, va vous présenter le sommaire des investissements qui sont inscrits au PTI. Et au fond, l'autre élément qui est bien important, c'est qu'on respecte nos orientations budgétaires et nos cibles d'emprunt. Vous l'avez deviné, l'an dernier, les autres années, on s'était dit 2027. Vous vous souvenez de la cible qu'on s'était fixée? On va atteindre un plafond. Après, on commence à redescendre. On est encore dans cette cible-là et on souhaite la maintenir. C'est la raison pour laquelle le paiement comptant apparaît. C'est la raison pour laquelle, en payant comptant, on peut maintenir des équipements de qualité de vie sans avoir à emprunter. Alors, donc, c'est ça qui est l'aspect intéressant. Sinon, on ne pourra pas développer, comme je le disais en introduction, d'équipements de qualité de vie. Ce ne serait pas possible et c'était le problème avec lequel on était confronté dans le passé. C'est comme on ne payait pas beaucoup comptant, on était toujours confronté à couper dans la qualité des services et à ce moment-là, ou à faire une pression à la hausse sur le programme triennal d'immobilisation. Là, on s'est donné des cibles qui sont très, très précises et qu'on veut suivre, donc, au cours de la prochaine année. Notre gestion de la dette, donc, je vais laisser notre présidente vous en parler plus à fond, et au niveau de la gestion de la dette. Donc, vous le voyez en annexe, un peu les efforts considérables qu'on a fait. Et nous, dans le fond, on va être disponible pour répondre à vos questions sur tous les aspects de la vie budgétaire de la ville de Lévis. Alors, encore une fois, ce que je voulais vous dire en conclusion, c'est qu'on a une ville dont la gestion financière, elle est très saine. Alors, donc, nous, on s'était dit comme objectif, c'est on va essayer de rester dans des proportions acceptables. Il ne faut pas oublier que dans les villes comparables, on a le niveau de taxation le plus faible des villes comparables. Et vous n'êtes pas sans savoir, ou je ne sais pas si on vous a donné ces tableaux-là tout à l'heure, mais Mme Demers, toujours est-il, va vous les présenter. Mais juste pour vous donner une idée au niveau budgétaire, donc pour être équivalent aux villes équivalentes, il faudrait peut-être ajouter au-delà de 40 millions dans notre budget. Ça vous donne une idée de l'efficience qu'on a atteint au niveau de la ville de Lévis. Donc, on se maintient comme une des villes les plus performantes à ce niveau-là. Et au niveau de l'endettement, vous allez le voir tantôt, on a quand même une dette qui est fortement... Évidemment, il faut la contrôler, on le dit, on s'est fixé des paramètres, des objectifs. Et moi, je suis content parce que, au fond, avec notre nouvelle présidente du comité de finances, Mme Demers, la première chose qu'elle m'a dit, Monsieur le maire, ma première préoccupation, c'est de respecter nos cibles d'emprunt. Alors, elle a ces chiffres-là, bien en tête. C'est sûr que nos volontés de réaliser des choses vont être confrontées à cette réalité-là, qui est la capacité de payer des contribuables et notre volonté surtout de maintenir la cible de 2027 pour la réduction, commencer à contrôler la dette et prendre le bord descendant, comme on dit. Cela étant dit, puis je termine là-dessus au niveau du service de la dette, notre service de dette est quand même très comparable, donc vous allez le voir, à ce que ça représente si on faisait un comparatif avec une maison unifamiliale. Pourquoi
on fait ça pour que les gens le voient bien, mais en même temps pour vous dire aussi que nos actifs montrent à un niveau record. Hein, vous le voyez, Lévis, ça se développe. Alors, comme nos actifs augmentent au niveau de la ville également, bien, c'est sûr que la dette devient plus relative dans le sens suivant, c'est que c'est sûr que si vous avez une plus grande capacité d'emprunt, bien, votre dette, si vous avez des revenus d'1 million de dollars annuellement, bien, vous pouvez vous permettre de vous construire une maison un peu plus grosse. C'est ce que je veux dire, au fond. Alors, donc, c'est bien important de retenir ces aspects-là quand on parle de services de dette. Alors, voilà, mes amis, ce qui fait le tour pour un magnifique budget qui met résolument l'emphase sur l'environnement, la sécurité dans les rues et les services de proximité. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Je cède maintenant la parole à Mme Isabelle Genet, qui nous fera la présentation qui nous fera la présentation des faits saillants du budget et du PT. Allez-y. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le maire, pour l'entrée en matière. Je vais passer la présentation page par page. Alors, c'est un plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui pour premier budget. Rapidement, après les élections, on a commencé à travailler, puis d'être ici, puis vous présenter les données dont je vais vous parler au niveau du budget et du programme triennal d'immobilisation. La première présentation que je vais vous faire, c'est sur la richesse foncière uniformisée de Lévis. Alors, on a passé en 2013 à 15,1 milliards et on est rendu en 2021 à 20,1 milliards. Je veux juste vous rappeler qu'à la création de la nouvelle ville en 2001, on avait une richesse foncière uniformisée d'environ 5 milliards. Donc, on a une évolution et on voit tout ce qui s'est passé avec la nouvelle ville. La création de la nouvelle ville nous a amené aussi à avoir une richesse foncière uniformisée beaucoup plus importante. Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir et un budget et un programme triennal qui va respecter la capacité de payer des citoyens. La croissance en pourcentage, la richesse foncière uniformisée, alors Lévis est à 47,1 entre 2012 et 2021. Alors, c'est ce que je vous disais au niveau de cette croissance-là. Elle est fulgurante. On a deux villes ici, on voit Lévis et Terrebonne, deux villes qui sont en forte croissance. Alors, c'est ce qu'on peut voir sur cette présentation-là. 47 d'augmentation de la croissance. Donc, c'est un travail, je vous dirais, de longue haleine depuis les 20 dernières années. Par contre, tout le monde est là pour... travaille fort. Je vous dirais que tout le monde travaille fort et voilà ce qu'on fait au niveau des 5 villes comparables. On est à 47,1, les deux villes qui sont le plus en croissance au niveau de la province. Le taux global de taxation, c'est la donnée de 2020. Encore là, sur les 5 villes comparables, nous sommes à 1,05 pour le 100 $ d'évaluation et le taux moyen est à 1,29 $. On est à 1,05 $. La moyenne du taux global de taxation des villes comparables à 1,29 $. Si la ville de Lévis avait ce taux de taxation, donc 1,29 $, c'est 48,2 millions de plus qu'on ajouterait en revenus. Donc, je veux juste vous dire que présentement, on est une ville efficiente avec un taux de 1,05 $. C'est des données qui sont remises dans le rapport du ministère. Donc, c'est des données qui sont vérifiables. Nous sommes la ville qui a le plus bas taux global de taxation. La prochaine présentation, c'est le permis de construction. Alors, M. le maire en a parlé un peu plus tôt dans le communiqué de presse. Je veux juste vous montrer. En 2013, on avait 316 millions de permis de construction qui étaient donnés. Pour les 11 mois de 2021, on est à 743,6 millions. On s'attend vraiment de finir à plus de 200 millions de plus que l'an dernier. Donc, l'an dernier, ça a été une année exceptionnelle. Bien, même après 11 mois présentement, ça sera une autre année exceptionnelle au niveau de la valeur des permis de construction. Au niveau des revenus, alors on peut voir que 85,6 % de nos revenus proviennent de la taxation et des enlieux de taxes. Comparativement, c'est un taux de taxation qui est égal ou presque égal de ce qu'on avait l'an passé. Donc, pour un budget total de 333,3 millions. Donc, c'est sûr que la taxation et les revenus qui sont en majorité au niveau de la ville de Lévis, on a quelques affectations, c'est en diminution, donc on a moins affecté à l'excédent de fonctionnement. Les subventions, alors, l'an passé, on était à 3,2, présentement, on est à 3,4. Ça veut juste vous dire que tous les gens travaillent à la ville pour aller chercher ce que la ville a le droit d'avoir en subvention. Donc, on ne perd rien de ce qu'on doit aller chercher. Il y a
un gros travail qui se fait de cette façon-là. Les revenus de sources locales ont baissé un petit peu. Par contre, il faut savoir que, bon, on est en pandémie, on parle de la tarification, exemple, au niveau des services de loisirs. Il y a moins de loisirs qui se sont faits dans l'année, donc on a un petit peu moins de revenus de sources locales. Au niveau des dépenses, alors, comme M. le maire en a fait mention aussi dans le communiqué, le service de dette est à 19,8 %, ce qui respecte notre politique au niveau de la gestion de la dette. La masse salariale, l'an passé, est à 44,8 %, présentement, on est en 44,4 %. Bon, on s'entend, le budget augmente, mais avec l'ajout d'employés, comme on le disait, les ajouts d'employés se font vraiment sur les services de proximité, la sécurité dans les rues et sur l'environnement. Bien, malgré ça, la masse salariale, le poids de la masse salariale baisse, même avec l'ajout de personnes supplémentaires. Les autres dépenses, on était à 35,2, on est à 35,8. Les autres dépenses, c'est notre gestion courante de chacune des directions. La prochaine présentation, en fait, c'est où va notre 1 $ de dépense. Si on a 1 $ de dépense, on a 35 sous qui vont à l'infrastructure, génie et environnement. On a 3 sous immobilisation, même les revenus, 4 sous pour l'urbanisme, développement économique, 9 sous qui va loisirs et culture, 14 sous dans l'administration générale. On avait 15 sous en 2021. Service de dette, comme je vous l'ai dit, c'était 19,8, mais là, on ne peut pas aller couper des sous noirs. Fait qu'on dit 20 sous parce que c'était 19,8 sous en 2022, fait qu'on a mis 20 sous. Et la sécurité publique, c'est 16 sous sur le 1 $ de dépenses. Ça, c'était juste pour faire un comparable. On a 1 $, où va notre dollar? Les dépenses sur la richesse foncière. Alors, si on regarde la ville de Lévis, on a 1,56 $ du 100 $ d'évaluation. On regarde la moyenne des 10 grandes villes qui est à 2,05 $. Alors, Lévis se classe première position parmi les 10 grandes villes. Moi, celui-là, je vous le dis, c'est très important parce qu'on veut maintenir Lévis parmi les villes les moins taxées. Alors, ça, on en a on a un exemple de ce qu'on va faire au niveau de nos dépenses. Pourquoi on peut y arriver? Parce qu'il y a de l'efficience. À tous les jours, je vous le dis, il y a de l'efficience qui se fait à l'intérieur de l'administration. Et on a aussi, comme M. le maire faisait mention, l'usufruit des nouveaux revenus. Donc, on a fait des investissements. Souvent, on va dire on fait des dépenses, mais on a fait des investissements qui nous amènent cette année, bien, pour 2022, des nouveaux revenus de 6,5 millions. Et ça nous aide à maintenir un taux aussi bas de 1,56 $ du 100 $ d'évaluation. Je voulais juste ajouter, pour rejoindre la moyenne des dépenses dans la richesse foncière uniformisée des grandes villes, il faudrait que Lévis ajoute 98 millions à son budget. Voyez-vous, c'est ce qu'on parle quand on dit qu'il y a de l'efficience. Alors, c'est ce qu'on est capable de faire aujourd'hui et c'est pour ça qu'on se maintient en première position. La dépense par unité d'évaluation, si on fait une moyenne, là, on a regardé la moyenne des 10 grandes villes. Ici, à Lévis, on a 5 223 $ par unité d'évaluation au 31 décembre 2020. Encore là, la moyenne des 10 grandes villes est à 9 931 $. Donc, on se positionne encore première position parmi les 10 grandes villes. Et on arrive à la taxe et tarification, l'impact moyen sur le compte de taxe pour une résidence unifamiliale desservie. On en a discuté tout à l'heure, tout inclus, donc incluant les tarifications déchets, eau, assainissement. On a un compte de taxe qui va augmenter de 2,5 %, ce qui représente une variation de 70,79 $ pour une maison moyenne de 290 000, qui est la maison moyenne ici à Lévis. Voilà, alors je continue pour la gestion de la dette. On avait le paramètre de notre politique de gestion de la dette, on en a parlé aussi dans le communiqué, le ratio d'endettement total net à long terme sur la richesse foncière. La moyenne est à 2,92 % de la moyenne des 5 grandes villes. Lévis est à 2,52 %. Un service de dette à la charge de l'organisme municipal n'excédant pas 20 %, on est à 19,8 %. Un endettement total net à long terme par unité d'évaluation sous la moyenne des 5 grandes villes. On est à 8 406 au 31 décembre 2020 et la moyenne est à 9 114. Donc, on respecte les 3 paramètres de notre politique de gestion de la dette. La présentation suivante, en fait, là-dessus, ce qu'on veut vous dire sur les données consolidées, on a des actifs nets d'1,2 milliard à la ville de Lévis avec un endettement consolidé de 489 millions. Si on regarde en 2016, on avait 418 millions de dettes sur un actif net de 1,8 milliard.
Alors, 1,2 milliard d'actifs nets maintenant en 2020 et on a une dette de 489. Ce qui fait, puis comme je l'expliquais, toute proportion gardée, c'est comme si un propriétaire d'une maison unifamiliale ici à Lévis de 290 000 avait une hypothèque de 116 810. Donc, ce qui est tout à fait acceptable pour une hypothèque de 116 000 sur une propriété de 290 000. Le paiement comptant, M. le maire en a aussi parlé dans le communiqué. L'évolution du paiement comptant des immobilisations. En 2018, on avait 6,4 millions. Vous avez un graphique qui a été présenté. 6,4 millions en 2018 qu'on payait comptant. En 2022, c'est 15,3 millions de paiements comptants. Et on veut arriver en 2024, progressivement en 2023 et 2024, à 20 millions de paiements comptants, ce qui sera fait. Et c'est ce qui nous donne la marge de manœuvre pour dégager des sommes, pour investir au niveau de la qualité de vie des citoyens dans nos futurs projets. La gestion de la dette, l'endettement à long terme sur la richesse foncière uniformisée au 31 décembre 2020. La Ville de Lévis, on est à 2,52, comme j'en ai fait part, et les 5 villes comparables, 2,92. Je répète que le maintien d'un faible ratio de la dette sur la richesse foncière uniformisée témoigne d'une dette raisonnable en lien avec notre richesse, et tout ça fait partie du travail quotidien d'une gestion efficiente qui se fait à la Ville. Voilà, alors ça, c'était pour le budget. Je vais passer tout de suite, vous savez qu'en temps normal, c'est on divise présentement, on va passer tout de suite au programme triennal d'immobilisation pour 2022, 2023 et 2024. La première présentation, naturellement, sur les 3 ans, 53 millions en paiement comptant. C'est ce qui va, je l'ai dit, c'est ce qui va nous permettre de dégager la marge de manœuvre pour stabiliser notre dette de la Ville à compter de 2027. Vous voyez l'évolution. 2018, on parlait d'un paiement comptant de 6,4. En 2024, on parle de 20,1. Et c'est grâce à une gestion rigoureuse des finances qu'on est capable de libérer, de dégager des fonds récurrents afin de payer certains projets comptants. Et je vous le dis, ça fait toute la différence. Les projets majeurs qui sont en élaboration, vous avez eu un document qui vous a été présenté, alors le parc de la Pointe-Benson, où on parle d'environ un projet de 14 millions. Pavage trottoir, un record d'investissement. Monsieur le maire en a parlé, qualité de vie et pérennité. Il y a la qualité de vie parce qu'on fait du pavage des trottoirs, mais aussi pour la pérennité de ce qu'on a déjà. Et ça, c'est des demandes qui nous ont été faites aussi par les citoyens. L'acquisition de terrain pour la mise en place du parc urbain de Saint-Nicolas. On parle du parc urbain du Quai Baker, Lance-Ross, dans le village de Saint-Nicolas. Et qu'on va compléter les acquisitions en 2022. Puis ensuite, on va faire les aménagements qui pourront être faits dans ce nouveau parc-là. Le parc de la Rivière-et-Chemin, la construction du pavillon d'accueil et, naturellement, le poste de police et maison de la justice de proximité qui a été annoncé dans les dernières semaines par M. le maire. Alors, les faits saillants pour 2022, 2023, 2024, on parle de 90,9 millions en réfection du réseau d'aqueducs et d'égouts, 68,6 millions construction du poste de police et maison de justice de proximité, 37,3 millions sur les 3 ans pour pavage, bordure, trottoir et stationnement, 31,6 millions aménagement dans les parcs et espaces verts, alors j'en ai fait mention tout à l'heure, et 30 millions acquisition de terrains industriels à des fins de développement. Je continue. Les faits saillants. 27 millions réalisation des voies réservées sur le boulevard Guillaume Couture. 12,2 millions construction de locaux de musique et de danse au Centre culturel de Lévis. 10 millions création d'une réserve en intervention en service de proximité. 4,5 millions agrandissement des dépôts de neige usés et 3 millions rénovation de la bibliothèque Pierre-Georges Roy, qui est la phase 2. Et dans les pages suivantes, vous avez vraiment sur le 3 ans, par direction, les sommaires des projets qui vous ont aussi été présentés. Fait que voilà, alors ça fait le tour de ma... peut-être aller à la page 27. Je veux juste vous dire que sur les 3 ans, aussi, on en a un petit peu parlé par les graphiques, on a 55,2, presque 0,3 millions en qualité de vie. Donc, c'est le virage que la Ville prend. On en avait déjà discuté. Vraiment pour répondre à des demandes de citoyens, mais là, on va mettre vraiment le focus sur la qualité de vie, le développement économique qui est dans la tarte, on parle de 12,3 pérennité des infrastructures, 36,4 croissance et amélioration,
41,1 % et la croissance-amélioration nous permet aujourd'hui d'avoir des revenus supplémentaires, comme je vous disais, au niveau de 6,5 millions qui est déjà au budget. Fait que vous avez le sommaire des investissements dans la dernière présentation. Voilà, sur les 3 ans. Fait que voilà, ça met un terme à ma présentation. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Merci infiniment pour votre magnifique travail et nul doute que ça va être fort intéressant pour l'an prochain. Et puisque vous avez l'objectif premier de maintenir nos cibles d'emprunt. Oui. Alors, donc, je vous en félicite. Je pense que c'est intéressant. Et je pense que vous n'aurez pas de misère là-dessus à avoir l'appui de notre trésorière et de la direction générale. Bien, merci. Alors, voilà. Merci beaucoup, Madame Demers. Nous allons maintenant passer à la période de questions. Dans un premier temps, on va prendre les questions concernant le sujet d'aujourd'hui. On vous demanderait de venir au micro là, pour adresser vos questions. C'est toujours plus intéressant pour les journalistes là, qui enregistrent. Mais si vous préférez demeurer à votre place, c'est correct aussi. Donc, est-ce qu'il y avait des questions? Oui. Allez-y. Le micro, juste ici. Oui. OK. La courtoisie. Bonjour, Monsieur le maire. J'espère que vous allez bien. Oui, très bien. J'espère que vous avez commencé l'activité qu'on appelle Fat Bike, parce que j'ai vu dans votre budget là, que vous avez gardé des sous là, pour développer là, quelques secteurs, notamment Saint-Nicolas. Formidable sport. Oui, tout à fait. Tout à fait. Il ne faut pas oublier qu'on commence à déployer dès cette année notre réseau de circuits multifonctionnels utilitaires. Donc, qui part de l'objectif, c'est de partir du cégep Lévis-Lauzon sur 14 km. On devrait être en mesure de faire 4,5 km dès les 2 premières années, donc avec notre projet de voies réservées, bien sûr. Et on va commencer. Donc, on est en train de regarder ce que ça va être d'ici la fin 2021, début 2022, le prolongement du parcours des Anses, le long de Guillaume Couture à Saint-Romuald, qui va faire partie de ce réseau. Et notre objectif, à terme, c'est de le rendre accessible 12 mois par année, cette piste-là, multifonctionnelle, utilitaire. Et qui plus est, lorsque j'ai rencontré M. Bruno, le nouveau maire de Québec, alors donc, c'est qu'on a regardé avec M. Marchand, c'est la possibilité d'intégrer ça ensemble, ce réseau utilitaire. Il a trouvé l'idée fort intéressante. Donc, je pense qu'on va y travailler ensemble au niveau du volet qualité de vie. Vous êtes toujours aussi généreux dans vos réponses, M. Laulier. C'était juste une prémisse là, pour aborder. Ma première question est la suivante. En fait, la semaine dernière, on a eu la démonstration du budget de la Ville de Québec, 1 553 000 000. Une dette aussi qui a été réduite de 10 millions. Ce qu'on comprend aujourd'hui, le budget de la Ville de Lévis total est de 333 millions. Sa dette s'élève à 489 millions, 2 millions de plus que l'an dernier. 20 du budget de la Ville est octroyé comme ça au service de la dette. Est-ce que la Ville de Lévis est une ville en santé financièrement? Et est-ce que les citoyens doivent être inquiets d'une telle dette? Non, parce que nos paramètres de dette sont respectés depuis 2013, les 3 paramètres qu'on s'est donnés, que vous avez dans nos communiqués de presse. Alors, bien sûr, nous, on s'est fixé comme 3 paramètres au niveau de la dette, et ces 3 paramètres-là, c'est l'endettement sur la recherche foncière uniformisée, qui est sous la moyenne des villes comparables, l'endettement par unité d'évaluation, qui est sous la moyenne des 5 villes comparables, et notre ratio de service de la dette qui est un petit peu en dessous de la barre des 20 %. Donc, on est dans la cible. Ce qui nous aide énormément pour maintenir notre cible, c'est le paiement comptant. Il ne faut pas se le cacher. Là. Si on ne payait pas comptant, là, je vous dire, bien franchement, on aurait 2 choix. On ne construit plus des équipements de qualité de vie. Puis là, moi, vous donner un exemple des conséquences. Je vais vous en donner des exemples bien concrets. Aménagement du parc La Pointe-Benson dans le long du fleuve, terminé. Construction de locaux de musique et de danse au centre culturel. Les locaux actuels sont dans un état de vétusté avancé, terminé. On ne pourra pas le faire. Alors donc, création d'une réserve pour nos services de proximité. On va améliorer nos parcs en cette période de pandémie. Pavillon d'accueil au parc des Chutes de la Chaudière. Construction du pavillon de service au parc Jean-Dumais. Aménagement de terrasse, Côte-des-Bûches, chalet de service de la Rivière-et-de-Chemin, il faut quand même le compléter. Sentier récréatif, nouveau parc, palais de gymnastique. Alors, voilà des projets qu'on ne pourrait même pas enclencher. C'est aussi simple que ça. Là. Et ce qu'on vous dit là, c'est pas de la fiction. C'est un peu comme ça dans le passé que la Ville de Lévis se retrouvait dans la situation où elle ne renouvelait jamais ses équipements parce que la marge de manœuvre n'était pas là. Alors donc,
voilà maintenant que c'est le paiement comptant là, qui nous permet de vraiment maintenir le cap, parce que notre présidente du comité de finances va surveiller de très près nos cibles budgétaires, nos cibles d'emprunt, et il va falloir qu'on les respecte pour les 3 prochaines années. C'est l'engagement qu'on a pris comme équipe. Et c'est ça, pour que je comprenne bien, M. Laulier, en terminant, c'est que ça ne vous inquiète pas, vous, de savoir que la dette de la Ville dépasse le budget annuel, contrairement à Québec, qui présentement réduit sa dette de budget en budget. Bien, vous remarquerez que nos actifs augmentent beaucoup et on connaît la plus forte croissance économique. Il est normal, et vous regarderez, là, vous avez vu tantôt au niveau de la croissance, avec Terrebonne, on est à peu près au même niveau. Alors, on a toujours, ces deux villes-là ont toujours la même contrainte. C'est que c'est sûr que quand tu connais une forte croissance, ça amène une pression sur les dépenses. Cela étant dit, pour regarder le paramètre que vous nous donnez, vous avez vu tantôt dans une des planches, c'est que nous, notre gestion au niveau, si on avait un budget qui serait dans la moyenne des grandes villes, il faudrait minimalement ajouter, c'est 48 millions, je pense? 48,3 millions dans notre budget. Si vous ajoutez 48,3 millions dans notre budget pour nous placer dans la moyenne des grandes villes, vous allez voir que l'impact relatif de notre dette va diminuer considérablement. 123, on tomberait à 123 %. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, ce qui veut donc dire qu'actuellement, il faut faire attention parce que à partir du moment où vous êtes la ville la plus efficiente, vous êtes aussi une ville, parce que vous êtes efficient, qui attire du monde. Comprenez-vous l'idée? On n'attire pas du monde pour rien. Je vous donne des exemples. Je pourrais vous en donner. Actuellement, le niveau de taxation au niveau de l'habitation est plus faible que, par exemple, à Sainte-Marie ou ailleurs. Donc, on a un niveau de taxation pour une grande ville qui est, moi, vous le dire, là, on est sur le podium, là. Donc, ça nous aide énormément à être attractif. Alors, c'est ces éléments-là qu'il faut considérer, et c'est la raison pour laquelle, donc, nous, quand on regarde nos 3 paramètres de gestion de la dette, on est assez. Puis, vous l'avez vu, dernier point, donc, sur une maison de 290 000 $, c'est comme si vous aviez une hypothèque de 116 000 $. De 116 000 $. Entre nous, là, si vous avez une maison de 300 000 $ et que vous avez une hypothèque de 116 000 $, c'est vraiment pas... je vous dirais que... Je dirais même que c'est une excellente gestion, là, sur le plan personnel. Merci, M. le maire. OK, merci. Bonjour à vous, Marc-Antoine Lavoie, Radio-Canada. Vous avez mentionné c'est un budget environnemental, c'est un budget vert. En quoi ce budget-là est vert? On met 1 million dans un fonds vert, 37 millions dans le pavage de rue, 500 000 dans le transport en commun de plus. Qu'est-ce qui explique qu'on a un budget vert? Ce qui va être important, c'est surtout la mise en œuvre de notre politique de l'environnement, parce que cette année, on commence donc à enclencher notre politique de l'environnement, et ça va être des actions comme, par exemple, je vais vous en donner des exemples. On veut continuer à être le leader dans la gestion des matières résiduelles. On va aller vers le déchet zéro, on vous le dit. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Et vous allez voir ce que ça veut dire en environnement. Mais pour ça, j'ai besoin d'un fonds, pour réussir ça, parce que ça va prendre énormément de sensibilisation. On veut introduire le compostage pour les édifices à logement, les commerces, les industries, les institutions. On veut mettre en place une vigoureuse campagne pour le déchet zéro. Parce que si vous voulez atteindre le déchet zéro, on ne peut pas faire ça en claquant du doigt et en disant à partir de demain. Ça, c'est plus qu'1 million de $. Donc écoutez, c'est-à-dire que, non, mais c'est que lorsqu'on veut atteindre le déchet zéro, ce que je veux vous dire, c'est que là, il faut d'abord convaincre, il faut sensibiliser la population. Alors donc, on va mettre en œuvre notre politique de l'environnement, et ça, c'est des ingrédients sur laquelle on va intervenir. Par exemple, je vais vous donner à quoi va servir le million. On veut faire un inventaire de tous les boisés d'intérêt dans notre ville. Parce que savez-vous ce qui arrive au niveau de notre ville? On s'est aperçu que les gens confondaient boisés d'intérêt avec des projets de développement. Il y a une confusion. Alors là, il faut qu'on les identifie, ces boisés d'intérêt-là. Alors, c'est à ça que va servir le fonds vert. Vous voyez ce que je veux dire? Alors donc, cartographier les arbres, les boisés urbains à préserver, accroître la superficie des aires de conservation. On veut créer un répertoire des sites naturels. Évidemment, les milieux humides, on y travaille, mais les sources d'eau potable, on va travailler là-dessus. Alors, c'est sûr que vous avez beaucoup d'autres budgets, là. Donc, par exemple, en aqueduc et en égout, quand on fait l'interconnexion
de nos services d'aqueduc et d'égout, surtout au niveau de l'aqueduc, d'une usine de filtration à l'autre. Ça, c'est pour préserver nos sources d'eau potable. L'investissement en environnement n'est pas que d'1 million. Là. Alors, si je prends, parce qu'il y a beaucoup d'investissements qui se retrouvent après dans le PTI, mais le million du fonds vert, c'est... Non, mais c'était pour... qu'est-ce qui explique qu'on qualifie en premier lieu? C'est surtout un budget environnemental. Qu'est-ce qu'il y a dans ce budget-là qui fait qu'on peut le qualifier dans le titre principal? Bien, c'est la mise en œuvre de notre politique de l'environnement, dans le fond. Tout est là. Donc, poursuivre l'aménagement des 12 grands parcs urbains, des 230 parcs de quartier, toutes les activités de proximité font partie de cet environnement qu'on veut développer. Donc, plus de zones vertes, plus d'accessibilité à ces zones vertes-là, etc. Alors, c'est tous des éléments qui sont interreliés les uns aux autres. C'est la raison pour laquelle on crée ce fonds vert-là. Et ce fonds vert-là, là, c'est pas dans le triennal d'immobilisation, là. Parce que là, il faut distinguer deux choses. Le fonds vert, il est pris dans le budget, là. C'est du budget de fonctionnement. C'est notre surplus qu'on accumule, qu'on a accumulé, qu'on injecte dans le fonds vert. Et le fonds vert, c'est tous les mécanismes qui vont nous permettre de mettre en œuvre notre politique de l'environnement. Et vous avez vu en parallèle à ça, j'ai eu l'occasion de vous indiquer qu'on a aussi du budget qui a été ajouté à la direction de l'environnement. On ne le comptabilise pas, là. Mais on a ajouté minimalement 7 ressources de plus en environnement. Comprenez-vous l'idée? Alors, ce que je veux dire, c'est que moi, quand je vous dis on crée un fonds vert d'1 million de dollars, ça va être pour appuyer des initiatives du milieu, etc. Là. Alors, donc, ça s'ajoute à toutes les mesures qu'on va mettre de l'avant. Alors, donc, au niveau des effectifs, moi, tantôt, je regardais et je pense qu'on est rendu à un demi-million, là, facilement, qu'on va ajouter à la direction de l'environnement, juste pour mettre en œuvre la politique de l'environnement. Parfait. Pour ce qui est des permis de construction, on a 200 millions de plus en valeur encore cette année. Dans des précédentes conférences de presse, vous disiez qu'il y a un coût, par exemple, à la croissance et au développement. Là, on va chercher un 6,5 millions supplémentaires en revenus avec ça. Mais jusqu'à quel point qu'année après année, on va pouvoir battre des records de nouvelles unités d'habitation sans que ça vienne... Écoutez, la fenêtre d'opportunité est d'environ, actuellement, selon les perspectives démographiques, de 7-8 ans. Alors, on est dans la période où on est en concurrence directe pour faire le plein. Et nous, actuellement, ce qui est extraordinaire dans ce qui nous arrive, c'est qu'on attire énormément de familles à Lévis. Et c'est ça qui est le nerf de la guerre. Dans les 2200 nouvelles unités d'habitation, il y a beaucoup de jeunes familles qui viennent s'installer à Lévis. Évidemment, ça se fait un peu au détriment des régions, parce que les régions, évidemment, c'est plus difficile de maintenir des gens en région actuellement. Donc, nous, dans le fond, ce qu'on veut faire, c'est que dans cette période de 7-8 ans, donc c'est sûr que nous, on devient une terre d'accueil pour les gens qui veulent venir s'installer à Lévis. En ce qui concerne les revenus supplémentaires, bien, vous l'avez vu, avant, là où vous avez raison, c'est que c'était négatif. On investissait parce qu'on avait une croissance, mais on n'avait pas en retour des revenus. Mais là, si vous le voyez, on a 6,5 millions de nouveaux revenus uniquement reliés à la croissance, mais là-dedans, je n'inclus pas les mutations. Hein? Je n'inclus pas les mutations qui sont de l'ordre de, je ne me souviens plus, là, mais... Des projections. De 12 millions, là. Comprenez-vous l'idée? Alors, on commence à les avoir, les résultats là, réels. Le résultat réel, là, juste sur la croissance brute, là, c'est 3,50 % de taxes, mon résultat actuellement. Mais la capacité du réseau, les rues, infrastructures, aqueducs, égouts, tout ça, ah, bien là, maintenant, on a des plans... On a une capacité de... Oui, on sait où on s'en va. Pour combien de temps? Et je vais vous le dire, ce qu'on est en train de faire, c'est que ce qu'on fait de plus en plus, c'est pour ça qu'on a créé un bureau de projet, c'est qu'avant, les projets étaient choisis un peu tout azimut. Sauf que la question que vous posez, elle est excellente. C'est combien nous coûte, si on accepte tel type de développement, donc le déploiement de ce développement-là. Alors maintenant, on a des paramètres qui sont beaucoup plus solides. On pourra vous en parler si vous le souhaitez, là, ça va nous faire plaisir, mais on a des paramètres beaucoup plus solides sur le développement. C'est qu'en réalité, dans les faits, on choisit nos projets. L'autre élément, on densifie aussi. À la demande du ministère des Affaires municipales et du gouvernement. C'est dans notre plan de schéma d'aménagement, de plan de la communauté métropolitaine également, où on nous demande de densifier pour justement préparer, donner plus d'oxygène au transport en commun. C'est la raison pour laquelle vous allez constater, par exemple, sur Guillaume Couture, il y a du redéveloppement.
Et si vous allez sur Guillaume Couture actuellement, vous allez voir les édifices qui montent de plus en plus en hauteur, parce que là, on est dans la zone de densification. Or, nous, dans le fond, c'est des rues qui sont déjà développées au niveau des infrastructures d'aqueduc et d'égouts. Vous voyez ce qu'on fait? C'est qu'on fait du redéveloppement dans des zones existantes. Et ça, il y a une rentabilité certaine pour la Ville de le faire comme ça. Donc, et on a pris d'autres décisions du style, on ne développe plus en territoire agricole. Donc, ça, c'est une décision qui a été prise unanimement par l'ensemble des membres du Conseil. Par exemple, un promoteur nous dépose un projet, il est en dehors de la zone agricole. On lui dit, tu reviendras dans 10-15 ans ou tu reviendras, peut-être les générations qui vont te suivre vont peut-être pouvoir développer tes terrains, mais nous, on n'est pas intéressés. Si je peux me permettre une dernière petite question avant de laisser la parole à mes collègues. Juste dans le PTI, on augmente d'environ 100 millions les investissements. Mais on n'a pas réellement de nouveaux projets, à part la centrale de police qui a augmenté. Qu'est-ce qui explique qu'on a 100 millions de plus sans nécessairement d'avoir de nouveaux projets majeurs? Je m'excuse, là, mais je ne sais pas. Est-ce que vous voulez que je vous relise? Oui, on a est-ce que vous voulez que je vous relise nos projets? Parce que je vais vous dire, bien franchement, c'est le contraire. Là. Tantôt, on va avoir l'embarras du choix dans nos projets tellement on en a, là, tu sais. Alors, donc, dans le PTI, donc, c'est des pavillons d'accueil à 2 millions. Bien ça, regardez, vous les avez tous décrits ici, là. Il y a des projets, pas à peu près, là. Écoutez, je vais vous dire, bien franchement, là, au niveau du poste de police, 14 millions pour le parc de la Pointe-Benson, 3,8 millions pour le parc des Chutes de la Chaudière, 2,7 millions pour le parc Jean-Dumais, 1,7 millions pour compléter les travaux. Il y a des choses là-dedans qui étaient déjà dans le PTI de l'année passée. Bien oui, mais les sommes n'étaient pas affectées, là, tu sais. Je veux dire, ce que je veux dire, c'est que Classe Benson, on n'a pas commencé encore, là. Comprenez-vous l'idée? Alors là, on arrive ici, et là, on va avoir la palette de gymnastique à Pintante. C'est urgent de s'équiper de ça. L'école de musique, l'école de danse, l'agrandissement du centre culturel de Lévis, où là, je vais vous dire, bien franchement, on s'en vient avec le projet. D'après moi, après les fêtes, là, ça devrait aller assez vite, ça va débloquer assez vite. On devrait avoir une pelletée de terre bientôt. Alors, c'est énorme le nombre de projets qu'on a, et sans compter les rénovations, sans compter aussi les créations des nouveaux grands parcs urbains. Puis je vais vous donner un exemple, là. Dans l'ouest de la ville, on s'apprête à créer un grand parc urbain. Il nous reste 2 propriétés à acquérir. Alors, on a prévu pas loin d'1 million pour l'acquisition de ces propriétés-là cette année. Alors, c'est énorme, là. Alors, on crée... honnêtement, si vous voulez, on pourrait vous en faire... non, mais c'est ça. C'est ce que je voulais dire. Merci. Bonjour, Stéphanie Martin, Journal de Québec. Pour ce qui est du transport en commun, la Ville de Lévis se classe dans les dernières villes en ce qui concerne les investissements per capita. Cette fois-ci, dans ce budget, on ajoute 500 millions, 500 000 $ pour le fonctionnement là, du transport en commun. Pourquoi on n'a pas choisi d'en faire un peu plus pour se hisser un peu plus haut dans le classement? Bien, parce qu'on en fait déjà beaucoup. On a doublé. Là, vous avez raison, Mme Martin. Là. En 2013, 2014, 2015, j'imagine, dans ces eaux-là, on doit être les derniers. Maintenant, je tiens à vous dire que quand vous regardez, là, j'ai les chiffres per capita. Parce qu'il y a eu des articles qui ont été présentés per capita. Il y avait quelques petites erreurs, mais c'est pas grave, là. Mais je vais vous dire où on se situe en 2020 dans le per capita. Nous autres, on peut se comparer à 3 autres sociétés de transport, qui est Sherbrooke, Saguenay et Trois-Rivières. Je ne peux pas me comparer avec Montréal, puis je ne peux pas me comparer avec Québec. C'est impossible. Si on dit, je me compare avec la capitale ou avec la métropole, où il y a une densité importante, ça ne marche pas. Mais si je me compare à Sherbrooke, Lévis, Saguenay, Trois-Rivières, bien, on est au 2e rang. Immédiatement après Sherbrooke, on est rendu au 2e rang. On est à 84,94 per capita. Saguenay à 84,67, puis Trois-Rivières à 58,84. Donc, on est quand même au 2e rang des villes comparables. Donc, ce qui fait que, pour nous, c'est une remontée assez spectaculaire. On investit énormément dans le transport en commun. Et donc, on n'a pas fini aussi d'investir dans le transport en commun. On fait des efforts considérables. Je vais vous donner juste un exemple. On a fait notre consultation publique sur le transport en commun. Et nous autres, en immobilisation pour les 10 prochaines années, c'est un record jamais vu, c'est 325 millions.
dont le 90 millions que vous connaissez pour nos voies réservées. Donc, les feux de préemption, l'électrification, renouvellement du parc d'autobus électriques, c'est 136 millions. Centre-Lagueux et le centre Saint-Omer, on va construire donc un nouveau garage au Centre-Lagueux. On est à 76 millions. On va adapter le centre Saint-Omer. Abribus, stationnement, technologie, etc. Donc, tout ça est en marche là, au moment où on se parle. Alors donc, c'est des records sans précédent, sans compter, évidemment, aussi le partenariat dans le réseau express de la capitale avec le gouvernement pour notre interconnexion dans l'Ouest. Donc, il faut voir que depuis 2012, disons, là, on a augmenté fortement là, notre quote-part a doublé auprès du transport en commun. C'est sûr que si vous le regardez dans une perspective plus actuelle, bien, mais je peux vous dire que c'est un effort considérable. Là. Honnêtement, alors, et c'est la raison pour laquelle on maintient le cap même cette année. C'est ça la décision qu'on a prise. On aurait pu dire, bof, non, on maintient. Non, il faut maintenir le cap parce qu'on le sait que les investissements de 325 millions de mobilisation, bien sûr, le gouvernement subventionne beaucoup, hein, il faut le dire. Souvent, on est à hauteur de 75 de subvention, mais il faut quand même aller chercher le 25 là. Alors donc, non, moi, je pense qu'on commence vraiment à très, très bien se positionner. Je pourrais vous les donner, là, les chiffres, je les ai fait sortir par la Société de transport il y a quelques semaines. Et c'est la quote-part, même pas 2019, j'ai même eu les quotes-parts 2020 qui sont dans les rapports annuels des sociétés de transport. Donc, l'année passée, les sommes injectées étaient de 250 000, puis cette année, on les bonifie à 500 000, c'est ça? Exact, Okay. Exactement. Alors, pourquoi? Parce que la mobilité devient un enjeu qui est extrêmement important. Et nous, n'oubliez pas que si on fait nos voies, on va y faire nos voies réservées parce qu'au niveau gouvernemental, on a franchi toutes les étapes. Direction régionale, direction centrale du ministère, et on dit, go, vous pouvez déposer votre plan d'affaires. Il est fait. Alors, donc, nous, 2022, on est prêt à commencer, là. On est prêt à lever la main. C'est sûr que on va avoir beaucoup de cônes oranges sur Guillaume Couture, mais ça, il va falloir qu'on vive un peu avec. Mais on est très fiers de ce positionnement qu'on est en train de prendre. Et actuellement, qu'on est passé du dernier rang au deuxième rang des villes comparables, je commence à trouver ça assez intéressant, là. Et dernière question, pourquoi ne pas avoir permis au personnel politique du cabinet de l'opposition d'assister à cette présentation cet après-midi? C'est à la demande de la direction générale où, vous l'avez remarqué, parce qu'au niveau du comité de finances, on a aussi d'autres membres. On a quand même un vice-président, on a des membres du comité de finances qui auraient bien aimé y assister. Alors moi, j'ai demandé à la direction générale, indiquez-nous les mesures qu'on va devoir suivre aujourd'hui, parce que malheureusement, notre salle n'est pas très grande. Alors donc, M. Rousseau a présenté un comité plénier ce matin les contraintes qu'on a à ce niveau-là, qui sont des contraintes d'espace, finalement. Je ne sais pas, M. Rousseau, si vous vouliez compléter, mais... Merci, M. le maire. Oui, c'est exactement l'information que j'ai communiquée aux élus aujourd'hui. À la lumière exactement de l'espace qu'on a, c'est un 20 personnes maximum qu'on se doit d'accepter dans la salle, dans le respect des mesures sanitaires. Je le disais aussi au conseil municipal, on se doit d'être exemplaire. Je pense que vous le comprenez bien, là, dans la perspective où on fait appliquer la loi. Alors, c'est dans cette optique-là que j'ai demandé à M. le maire et de communiquer l'information au conseil municipal que, avec la présence qu'on avait aussi des journalistes, qui était une présence assez nombreuse, qu'on attendait après-midi, c'était la raison. Parce que moi, j'ai eu aussi, Mme Martin, à gérer donc la déception des membres du comité de finances qui ne pouvaient pas y assister aujourd'hui aussi. Tu sais, voyez-vous, c'est sûr, là, de part et d'autre, on gère un peu de déception. Alors, on va essayer de voir comment on peut s'organiser dans l'avenir, parce que la question que nous, on se pose vraiment ici, là, avec la direction générale, c'est la grandeur de notre salle. C'est la première fois qu'on se pose vraiment la question, tu sais, parce que en réalité, vous le voyez comme moi, Mme Martin, là, on est la 7e ville en importance, et regardez la grandeur de notre salle. C'est vraiment tout petit. Alors, on est en train de regarder, vous l'avez vu, vous irez voir dans le PTI, là, on a le développement ville 2.2. Lévis 2.0, où est-ce qu'on va essayer de moderniser nos équipements. On en a grandement besoin. Alors, ça va faire partie aussi des éléments qu'on va mettre de l'avant. Mais c'est un petit peu malheureux, mais on est obligé de suivre les consignes qui nous sont données. Alors, c'est les mêmes consignes pour tout le monde, là, aujourd'hui. Pensez-vous à une location de salle plus grande ou à une construction? Bien, il va falloir, tu sais, ça va faire partie de nos plans
directeur. Je ne veux pas ouvrir la machine, là, mais parce que je vais laisser la direction générale nous présenter leur scénario. Mais oui, il se pourrait que... C'est sûr qu'on est en train de se doter d'un plan directeur de la mise à niveau de nos bâtiments. On en a grandement besoin. Écoutez, regardez la centrale de police, là. Si on n'avait pas agi, là, on était dans le trouble là, au niveau de la sécurité des bâtiments. Là. Alors, c'était dans un état de vétusté assez avancé. Alors, donc, il faut qu'on agisse et on va faire la même chose au niveau du déploiement de Lévis 2.0. Alors, on va regarder comment on peut faire des choses dans le respect de la capacité de payer. Merci. Merci. Bonjour. L'an dernier, il n'y a pas eu d'augmentation du compte de taxes. Peut-être juste me donner les éléments là, explicatifs ou qui ont justifié que qu'est-ce qui a changé comparativement à l'an dernier, à cette année, pour qu'il y ait une augmentation moyenne de 2,5 du compte Bien, en de taxes. fait, en raison de la pandémie l'an dernier, on a décidé d'injecter du surplus un peu plus, tu sais, pour vraiment venir soulager le fardeau fiscal des contribuables. Mais ça, malheureusement, c'est pas quelque chose que tu peux faire d'année après année, là. Parce que si vous utilisez vos surplus pour donner des rabais de taxes, il va venir un temps où, dans 3-4 ans, si vous n'avez plus de surplus, qu'est-ce qui vous arrive? La vérité. Et la vérité, savez-vous quoi? C'est qu'il va vous manquer de l'argent. Tu sais, en bout de la run, là, notre directrice des finances nous le dit constamment. Elle dit, vous pouvez bien payer avec du surplus. On peut faire ça une année de temps en temps. C'est ce qu'on a voulu faire dans le cadre de la pandémie. Mais on ne peut pas faire ça constamment parce que après ça, ça nous rattrape. Et c'est là que si vous faites trop de gels successifs, bien, dans 3-4 ans, il y en a qui font ça souvent et qui vont, j'utilise l'expression, là, dilapider les surplus. Là. Alors, ils peuvent rouler 2-3 ans avec des gels, à la limite. Mais après ça, quand eux autres quittent puis qu'arrive une nouvelle équipe, là, whoop, ils se retrouvent avec la vérité. Et là, la vérité, ils s'aperçoivent qu'ils ont un 2,5 par année de déficit. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, parce que les dépenses ont continué quand même. Alors là, imaginez-vous, ils sont obligés d'augmenter de 5-6 %. Comprenez-vous l'idée? Alors, il faut toujours se donner une cible. Alors, nous autres, notre cible, c'est de rester parmi les plus bas des villes comparables. Et on a déjà des comparatifs des autres villes. En passant, on suit ça de près. Et là, on s'aperçoit qu'on est pas mal dans le game, là, tu sais. Notre direction générale, notre directrice des finances nous a sorti toutes les villes comparables et on se maintient donc à niveau. Puis il ne faut pas oublier qu'on est la ville où les services coûtent le moins cher actuellement. Donc, on se maintient dans ce sens-là. Alors, simplement pour vous dire que on peut, lorsqu'une situation exceptionnelle, une pandémie arrive, dire, cette année, là, on va donner un petit coup de pouce supplémentaire à nos concitoyennes et nos concitoyens. Mais si vous le faites plusieurs années, ça va vous rattraper rapidement. Parce que là, l'argent que vous n'aurez plus dans le surplus, il va falloir que vous la preniez quelque part. Alors, si, par exemple, vous avez, prenons un exemple fictif, vous auriez été censé augmenter les taxes de 1,5-2 %, mettons que l'inflation est à 2 %, parce qu'oubliez pas que dans le budget, là, notre directrice des finances, elle prévoit toujours un budget pour inflation. OK? Coût de la vie. Hein? Appelons ça de même. Je ne sais pas s'il est de quel ordre cette année, là, mais il y a une somme qui est prévue pour ça. Alors, cette somme-là, OK, qui est prévue directement pour ça, donc, elle est budgétée. Mais si, à un moment donné, vous gelez, vous pouvez faire ça pendant quelques années, puis hey, là, les gens vont dire « Wow, fantastique ici, hein? » C'est la cour des miracles. Mais vous allez voir que la cour des miracles, elle va s'arrêter rapidement parce que vous n'avez pas, malheureusement, les revenus pour vous payer ce que vous payez. Mais on peut le faire une fois de temps en temps, surtout que l'année passée, on avait de très, très bons surplus. Donc là, on s'est dit, pourquoi ne pas profiter de l'occasion pour donner un petit break aux gens? On peut le faire, 1 an ou 2, mais il faut faire attention, il faut être extrêmement prudent avec ça. Parfait, merci beaucoup. Merci. Bonjour, Monsieur le maire. Deuxième tour. Oui, allez-y. Hein, Toujours sur la ville de Lévis. On est là, puis c'est passionnant en passant comme sujet de discussion. Là. Bien, je suis très content d'être là, puis j'apprécie toujours vos réponses généreuses. Je tiens à le souligner encore une fois, M. Laulier. Bien, évidemment, pas un mot là, dans votre budget. D'abord, je voulais vous féliciter. Budget équilibré, je voulais vous le dire depuis tantôt. C'est digne de mention. Mais c'est ça, pas un mot sur le troisième lien dans ce budget-là. Évidemment, on devine qu'il n'y a pas de frais en lien avec cette construction-là qui seront imposés aux gens de Lévis. Là, on comprend la dynamique. Mais j'aimerais, en fait, c'est un prétexte, j'aimerais vous entendre concernant la déclaration de Québec solidaire de cette semaine qui propose une solution, là, et ça sera à vous d'en juger, là, d'un troisième lien qui serait 100 % dédié au transport collectif. Est-ce que ça vous a fait de la peine, Monsieur le maire?
d'entendre ça. Écoutez, c'est sûr que nous, on est derrière le projet du réseau express de la capitale. Hein. Nous, notre position est très claire au niveau du conseil municipal. Unanimement, on est derrière le réseau express de la capitale du gouvernement. Et donc, moi, quand j'ai rencontré, d'ailleurs, mon homologue de Québec lui a dit, nous, on appuie le tramway, il n'y a pas de problème, on est en faveur de ça, notre interconnexion dans l'Ouest. Et on s'est entendu avec M. Marchand, même pour qu'on commence à travailler sur l'intégration tarifaire avant même qu'on ait le tramway, bon, tout ça. Alors, donc, il y a des aspects intéressants dans ça. Maintenant, on va voir comment ces dossiers-là vont évoluer au cours des mois. Mais une chose qui est sûre, nous, on est derrière le projet du gouvernement qui consiste à faire un tunnel Québec-Lévis automobile, transport en commun. Voie réservée, notre projet est déposé quant à nous, et interconnexion entre les deux rives dans l'Ouest. Donc, c'est les principaux paramètres sur lesquels nous, on est derrière le gouvernement à 100 % dans ce projet-là. Mais vous avez raison. Pourquoi il n'y en a pas question, ni dans le cadre budgétaire, ni dans le cadre du PTI? Parce que nous, l'effet dans notre planification à nous, parce que c'est un projet gouvernemental, l'effet, nous, c'est sur les voies réservées. Vous l'avez vu, là, on a déjà placé un montant de 27 millions de dollars, hein? 27 millions de dollars pour nos voies réservées. Alors, notre responsabilité, elle est là. Alors, donc, le gouvernement nous dit, vous allez devoir contribuer pour les voies réservées. Et là, il nous reste notre réseau utilitaire, là, multifonctionnel. Là, on va voir, on est en train de regarder avec le ministère des Transports, est-ce qu'ils vont financer le projet? Si oui, à quelle hauteur, etc. On va négocier ça avec eux. Mais grosso modo, donc, ce qui fait qu'on n'a rien dans le budget là-dessus, c'est que c'est vraiment un projet gouvernemental à 100 %. Mais si je comprends bien, c'est irrecevable l'idée d'un troisième lien qui ne contiendrait pas l'option d'y aller, de transporter en fait, des voitures, d'avoir un tunnel. Pour le moment, le gouvernement qui a été élu, c'est le gouvernement de la CAQ et il a été élu pour réaliser ce projet-là. Alors, eux, pour le moment, c'est le plan qu'ils ont sur la table. Donc, et nous, on l'appuie. En dernier lieu, je me permets une question sur le Carnaval de Québec. La semaine dernière, j'ai assisté au point de presse. Nous sommes tous les deux très attachés à une tradition ici à Québec, c'est-à-dire la course de canot à glace, auquel vous avez déjà participé, M. le maire. C'est sûr que pour plusieurs citoyens de Québec comme de Lévis, il y a une incompréhension en lien avec l'annulation de cette course-là qui a lieu à l'extérieur avec probablement les athlètes les plus en forme de la province, dans un lieu peu déterminé, là, mais c'est quand même... on est très loin des foules qu'on amasse, par exemple, au Centre Bell. J'aimerais vous entendre peut-être. Êtes-vous déçu de cette non-course? Oui, bien, c'est sûr que la course du Carnaval était un événement unique et exceptionnel entre les deux rives. Et moi, quand j'ai fait la course en canot, je me disais même, ça serait peut-être intéressant même sur le plan touristique, pour ceux qui aiment les sports extrêmes, de faire des traversées en canot l'hiver. Donc, moi, j'ai adoré l'expérience. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, les activités évoluent, les goûts des gens évoluent. Et à un moment donné, un carnaval, c'est comme n'importe quelle festivité. Ils essaient de s'adapter en fonction des goûts des gens. Tu sais, est-ce que la course en canot est peut-être moins populaire qu'elle l'a déjà été? Mais là, c'est à cause des mesures sanitaires, si je peux me permettre. Là, ah, OK. Oui, oui. Ah, ben là, OK, si c'est à cause des mesures sanitaires, ben là, je comprends. Là. Ils n'ont pas le choix, là. Donc, mais c'est sûr que c'est un peu décevant, mais on n'a pas le choix, tu sais. Nous, on est les premiers à respecter les mesures sanitaires ici, là, tu sais. Alors, je m'excuse, hein, c'est un dossier que je n'ai pas suivi, là. Disons que j'étais plutôt occupé au budget, là, et au programme triennal, mais ça va être avoir votre réaction, M. le maire. Bien, merci. Merci infiniment. Oui. Bonjour, M. le maire. Je ferai un peu une précision par rapport à la question de ma collègue du Journal de Québec. Vous avez comparé Lévis... De quel journal? Je m'excuse. Le Journal de Québec. Du Devoir. Du Devoir. Moi, je travaille pour le Devoir, mais c'est je pense sur une question de ma collègue. Oui, allez-y donc, allez-y donc. En fait, vous comparez Lévis au niveau du transport en commun et des sommes accordées au réseau de transport de Lévis. À Lévis, vous la comparez à Sherbrooke, Trois-Rivières et Saguenay, si je ne m'abuse pas. Pourquoi vous dites que ces villes-là sont comparables à Lévis? Parce qu'on est à peu près, nous, quand on se compare, Lévis, il y a 10 grandes villes au Québec, OK? Alors donc, il y a Montréal, Québec est inclus dans les 10 grandes villes, Gatineau, Longueuil, Laval, Sherbrooke. Alors, les villes qui se rapprochent le plus de nos populations, parce que je ne peux pas me comparer, moi, avec la métropole de Québec, jamais. Moi, des métros, il n'y en aura jamais à Lévis. Mon point est suivant. Mais on a les autres villes avec qui on se compare, c'est des villes qui ont des populations à peu près comparables. Où la densité de population est deux fois moins grande que Lévis.
Alors, dans un classement comme ça... Non, je m'excuse, là. Bien, selon Statistique Canada... Saguenay, Trois-Rivières et Sherbrooke, c'est à peu près la même population. Même Sherbrooke est un peu plus populeux que nous. Je ne vous parle pas de population, je vous parle de densité de population. Ça a un impact, ça, sur le financement d'un réseau de transport collectif. Lévis est 2 fois plus densément peuplé que ces villes-là. Alors, pourquoi vous pouvez comparer Lévis à des villes où la couverture est beaucoup plus grande? Mais pourquoi vous dites que Lévis est 2 fois plus densifié que Sherbrooke, par exemple? Bien, c'est pas moi qui le dis, c'est Statistique Canada. Alors, dans un classement comme ça... Parce que nous, moi, j'ai pas l'impression qu'on est densifié tant que ça. J'ai l'impression qu'on est plutôt répartis sur le territoire parce que le regroupement de Lévis est issu de municipalités assez petites, là. On n'est pas comme à Québec où, quand vous avez regroupé... Quand la Ville de Québec a été regroupée, vous aviez Sainte-Foy, Québec, Charlebourg, Beauport. Mais nous, on avait l'ex-ville de Lévis qui était à peu près le plus gros centre, à peu près à 40 000 de population. Ça, c'était le plus gros, là. Puis, 40 000, là, j'étire l'élastique un peu. Donc, après, tout le reste, c'était des petits centres de 10, 12, même 7, 6 000, là. C'est pas... non, attention, Lévis n'est pas une ville densifiée parce qu'il ne faut pas oublier que Lévis a exactement... Et même le territoire de Lévis est un peu plus grand que celui de Québec. À moins que je me trompe, là, mais on a un territoire... Donc, au niveau de la densité, il n'y a pas une très grande densification. C'est la raison pour laquelle, nous, quand on fait du transport en commun, auprès du ministère des Transports, même si vous regardez au niveau du boulevard Guillaume-Couture, c'est dur pour nous de justifier des voies réservées parce que là, le ministère des Transports, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il surveille, tu sais, les ports modales, toutes ces affaires-là. Et c'est la raison pour laquelle le déploiement qu'on va faire, c'est pas des voies réservées tout le long sur Guillaume-Couture parce que ça ne sera pas justifié, parce qu'on n'a pas la densité pour le faire. Comprenez-vous? Je comprends tout à fait. Je vous l'apprends peut-être, mais Lévis est plus densément peuplé que Sherbrooke, que d'autres villes, et beaucoup plus pour l'instant, là. C'est les statistiques qu'on a. Et je veux juste me référer à à ce classement, Lévis, qui était bonne dernière, rendu au 2e rang. Est-ce qu'on peut considérer ça comme une victoire alors que les autres villes sont beaucoup moins... Je ne vous ai pas dit que c'était une victoire. Je n'ai jamais dit ça. Ce que je vous ai dit, on est parti les pires. Puis là, on monte. On monte dans les raches. Ce que je veux juste vous dire, c'est que depuis 2012, on a doublé notre quote-part. Quand je double ma quote-part, là, c'est récurrent. Alors, si je dis une année, je double ma quote-part au niveau du transport en commun, bien, ma contribution est récurrente, là. Comprenez-vous ce que je veux dire? C'est que, alors, moi, je suis passé, écoutez, au niveau du transport en commun, on est quand même passé au niveau des 10 grandes villes, là. Alors, regardez bien, on est passé, nous autres, là, on donnait, là, en 2012, 6,4 millions. Et là, maintenant, on est rendu à 13,3. On a doublé. On a plus que doublé. Et ça, c'est du récurrent. Alors, si vous regardez, par exemple, au niveau pourcentage, alors c'est l'équivalent de près de 3,50 de taxes qu'on a ajouté pour le transport en commun. Alors, c'est sûr que je ne peux pas faire un pas de géant qui va faire en sorte qu'on va augmenter les taxes. Mais on s'est donné un plan, j'en ai parlé tantôt, de 10 ans, qu'on a présenté à la population en consultation. Et en passant, on est très fiers de ça. On a eu des centaines de personnes donc, qui ont participé à la consultation. Puis ce qui a été le plus populaire, c'est notre réseau utilitaire multifonctionnel qu'on veut faire 12 mois par année le long de Guillaume-Couture. D'ailleurs, on a passé un règlement de contrôle intérimaire pour réserver toutes les emprises pour faire cette nouvelle piste multifonctionnelle utilitaire. Donc, on franchit des pas de géant. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'il va y avoir un tramway aussi de l'autre côté. Il va y avoir minimalement, donc, une traverse de transport en commun entre les deux rives, une nouvelle vague avec le tunnel qui va s'ajouter au tunnel. Donc, pour nous, c'est des aspects extrêmement positifs parce que pour la première fois, on va relier les centres-villes au niveau du transport en commun en 10 minutes. Alors donc, on a des aspects extrêmement positifs. Donc, c'est pas une victoire, c'est une étape importante qu'on franchit. Et on ne dit pas qu'on a tous les mots, mais d'être passé pratiquement du dernier rang dans les villes comparables au 2e, bien, c'est quand même intéressant. Mais c'est pas une victoire. Vous avez raison. Je comprends. Une autre question, dans un plan plus à long terme, lorsque Québec va avoir son tramway, il y a un enjeu d'attractivité de la main-d'œuvre à Lévis. La façon dont on se déplace, l'accessibilité du transport en commun, la façon dont on peut éviter la congestion, ça fait partie des facteurs qu'un travailleur prend en compte pour s'établir soit à Québec, soit à Lévis. C'est quoi votre plan pour que les gens ne délaissent pas Lévis au profit de Québec lorsque le tramway va être en marche?
Bien, notre plan, c'est justement d'ajouter 57 milliards de nouveaux services, alors qu'on veut déployer sur notre territoire. Et c'est la raison pour laquelle on va travailler les deux sociétés de transport ensemble. J'en ai parlé d'ailleurs avec M. Marchand. On va travailler pour éviter les dédoublements de services, faire une intégration tarifaire entre les deux rives. L'intégration tarifaire, l'ajout d'heures de service. Pourquoi on veut ajouter des heures de service? Parce qu'aux heures de pointe, au lieu d'être aux 14-15 minutes, on va être aux 7 minutes aux heures de pointe. Donc là, déjà en partant, on va avoir un effet positif. L'interconnexion va être beaucoup mieux faite avec le tramway. Et là, on a vu le concept gouvernemental. Donc, nous, dès que nos autobus vont arriver à Québec, il va y avoir une voie réservée sur la rue des Hôtels qui va aller jusqu'à Boulevard-Laurier. Normalement, à Boulevard-Laurier, on va passer en souterrain. On va avoir 7 quais d'embarquement et de débarquement, donc à la ligne de tramway. Et là, nos autobus iront plus comme on le fait actuellement jusqu'à la colline parlementaire, où nos autobus vont là. On dédouble le RTC, puis en plus, ils reviennent à vide. Comprenez-vous? Alors, ce qu'on veut faire, c'est de déployer 57 milliards de nouveaux services, dont 25 milliards qu'on récupère de ça, que les gens vont amener au tramway. Et en plus, nous, on va ajouter à la société de transport elle-même 27 milliards aussi, de telle sorte qu'on va arriver à peu près à 54 milliards de services. Alors, nous autres, ce qu'on veut, c'est de venir alimenter le nouveau pôle de Sainte-Foy du tramway parce qu'on va être responsable pour un peu plus de la moitié de l'alimentation de ce pôle-là. Comprenez-vous? Mais pour ça, il faut bien organiser notre transport. Vous avez raison. Alors, il va falloir vraiment qu'on donne un coup. Et c'est pour ça qu'on augmente nos quotes-parts encore, parce qu'on le sait que ça s'en vient. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, l'idée, c'est au lieu d'arriver puis d'attendre que le mur nous arrive, c'est pour ça que depuis 6-7 ans, on augmente nos quotes-parts, parce qu'on se dit, si on veut l'absorber au niveau de la taxation plus facilement et de ne pas avoir une montée spectaculaire qui aurait un effet donc quand même important sur la taxation, on y va progressivement pour que lorsque, par exemple, le tramway va être prêt, on va pouvoir procéder. Mais entre-temps, avec le maire de Québec, la belle ouverture que j'ai eue, c'est qu'on va travailler immédiatement. On n'attendra pas le tramway. On va regarder qu'est-ce qu'on peut améliorer au niveau de la tarification entre les deux rives qui pourrait amener des usagers à dire « Ah, regardons, c'est intéressant, ça va me coûter moins cher. » Vous me faites penser, parce que je vois qu'il y a un conflit. Votre volonté, c'est de ne pas augmenter le compte de taxes des citoyens. Ben non, on peut l'augmenter, mais il y a toujours des limites. C'est ça que je veux dire. Je comprends, mais... La preuve, on est à 2,5, là. Mais par exemple, un transport en commun mieux financé, plus efficace, dessert mieux les villes fusionnées, les périphéries de la ville. Pourquoi ne pas donner ce coût-là? Vous dites, si on donne un coût, oui, on va pouvoir avoir un meilleur réseau de transport, mais les gens ne seront pas prêts à l'absorber. Comment vous faites ce calcul-là? Non, c'est-à-dire, c'est pas que les gens ne sont pas prêts à l'absorber, mais moi, je peux bien vous dire, demain matin, on va ajouter 4 millions pour le transport en commun. Je vais augmenter les taxes de 2-3 %. Mais le problème, c'est qu'à l'autre bout, la STL ne sera pas prête à recevoir les 4 millions. Là. Il faut y aller en fonction aussi des projets qui sont sur la table. Alors là, ça évolue. Le nouveau PTI est un PTI record de 325 millions pour les 10 prochaines années. C'est du jamais vu dans notre société de transport. Alors là, ils mettent ça en branle et on va voir au fur et à mesure que ça va avancer. Est-ce qu'on ne pourra pas avoir une année où on ne pourra pas faire plus? C'est pas impossible. Là. À ce moment-là, je veux dire ce qu'on fait. C'est que là, on se dit, OK, on en met plus sur le transport en commun cette année encore, donc on va réduire tel autre aspect de notre vie collective à Lévis. Comprenez-vous? Alors, c'est un peu comme ça qu'on y va pour essayer toujours d'avoir un équilibre budgétaire. Tu sais, ça, c'est sûr et certain. Mais soyez assurés d'une chose, les investissements qu'on fait là, dans le transport en commun, c'est des investissements records là, pour les 10 prochaines années. Là. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Il n'y a pas d'autres questions? Non, ça va. Donc, ceci met fin à la conférence de presse pour aujourd'hui. On va se déplacer, si vous voulez bien, dans le corridor pour prendre une photographie officielle pour avoir un peu plus là, de recul. Je vous remercie beaucoup de votre présence. Passez une excellente journée.